Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Il se veut et il se dit intraitable après l'affaire Cahuzac. François Hollande annonce la création d'une haute autorité pour contrôler le patrimoine des ministres et d'un parquet financier. Mobilisation annoncée contre les paradis fiscaux. Avec nous, le ministre chargé du développement, Pascal Canfin. Il sera face tout à l'heure au sénateur UMP François-Noël Buffet. L'adoption plénière débattue en ce moment même au Sénat après le vote la nuit dernière de l'article 1er de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Nous irons voir dans ce journal ce qui se passe dans l'hémicycle. Dopage et cyclisme, dopage et rugby, la commission d'enquête sénatoriale poursuit ses auditions en recevant aujourd'hui tour à tour le patron du Tour de France et puis Bernard Laporte qui sera l'invité de ce journal. François Hollande a pris à nouveau la parole donc aujourd'hui pour affirmer sa détermination à tirer les leçons de l'affaire Cahuzac. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour opposer d'ailleurs une fin de non-recevoir aux ministres qui réclament une inflexion politique, moins d'austérité budgétaire pour ne pas tuer tout à fait la croissance, demandent en chœur Cécile Duflot, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. François Hollande donc leur répond. C'est en étant capable de mobiliser les Français sur un cap compris par tous comme étant celui du redressement, que nous pourrons réorienter l'Europe. Parce que c'est vrai, l'Europe, elle connaît dans beaucoup de pays l'austérité. Le sérieux, c'est le cap. La croissance, c'est l'objectif. L'emploi, c'est l'exigence. Cette politique, elle a été fixée, je n'en changerai pas. Voilà, et donc sur la moralisation, maintenant, on va reprendre en détail les annonces du chef de l'État avec Julie Hulin. Troisième intervention télévisée en 15 jours, un ton solennel. Ce midi, à l'issue du Conseil des ministres, François Hollande a voulu asseoir son autorité en annonçant lui-même une série de mesures fortes. Premier volet, la transparence de la vie publique, avec la création d'une haute autorité indépendante pour contrôler le patrimoine et les intérêts des ministres, parlementaires, certains grands élus et hauts fonctionnaires. Dès lundi, le patrimoine de tous les ministres sera rendu public. De plus, à l'avenir, les parlementaires ne pourront plus cumuler leur mandat avec certaines professions où il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Deuxième volet, la lutte contre la délinquance économique et financière, avec la création d'un parquet à compétence nationale sur les affaires de grande corruption et de grande fraude fiscale. Un office central de lutte contre la fraude et la corruption sera également constitué pour regrouper les moyens existants. Enfin, les sanctions en matière de fraude fiscale seront renforcées pour les élus avec une possibilité d'inéligibilité temporaire, voire définitive. Dernier volet, la lutte contre les paradis fiscaux. Les banques françaises et les grandes entreprises devront désormais déclarer leurs filiales partout dans le monde et seront considérés comme paradis fiscaux tous les pays qui refuseront de coopérer pleinement avec la France. Le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres le 24 avril et déposé ensuite au Parlement. Et Jean-Marc Ayrault, lui, a eu bien du mal à s'exprimer à l'Assemblée nationale cet après-midi sur ces questions. Le mot démission a été lancé sur les bancs de l'UMP après des propos du Premier ministre qui ont été jugés hostiles à Christian Jacob. Il faut dire que le patron des députés UMP avait traité hier Jean-Marc Ayrault de repris de justice. Le Premier ministre s'est dit d'accord avec la demande centriste d'une commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac. Jusqu'où la transparence? Les élus locaux qui ne sont pas épargnés par les affaires de corruption pourraient-ils être concernés eux aussi? Cécile Sixou. Philippe Seguin, Jean-Marc Sauvé ou encore Lionel Jospin, 3 rapports, des centaines de propositions pour donner un code de morale à nos hommes politiques, sauf que dans ces pages, on ne trouve rien ou presque sur l'élu local. La commission présidée par Lionel Jospin avait essentiellement pour objet de s'intéresser, disons, aux institutions nationales. Il n'empêche que dans le rapport, vous trouverez explicitement marqué l'idée que ce système que l'on a pensé pour le niveau national doit s'appliquer évidemment au niveau régional, départemental et municipal. Car au niveau local, la vie politique n'est pas plus épargnée par les affaires de corruption qu'à l'échelle nationale. Pour le moment, seule la Commission nationale de transparence vérifie les déclarations de patrimoine des maires des grandes villes et des présidents de départements et de régions. Jean-Jacques Hyest propose de lui donner plus de moyens. Les outils existent, il faut leur donner les moyens et puis sans doute, par contre, assurer la publicité des sanctions et peut-être aggraver les sanctions s'il le faut
pour ceux qui ne respectent pas ces normes. François Patria, de son côté, souhaite étendre l'opération Transparence de François Hollande à tous les élus à partir d'un certain seuil de revenus. Tout élu qui touche plus de 2 000 ou 3 000 euros d'indemnité par mois doit être en mesure d'apporter la preuve du non-enrichissement de sa part pendant la période de ce mandat. Le futur projet de loi de moralisation de la vie politique présenté par François Hollande ne les concernera toujours pas. Avec nous, nos deux invités, Pascal Canfin, qui est ministre chargé du développement. Bonsoir, et merci d'être là. Et également avec nous, François-Noël Buffet, sénateur UMP du Rhône. Alors avant d'évoquer la quête de moralisation de la vie politique, qui soulève d'ailleurs un vrai débat entre la droite et la gauche, même entre la gauche et la gauche, sur la notion de transparence. Et entre la droite et la droite, c'est vrai, au sein de l'UMP, on ressent quelques effets encore de la compétition entre Copé et Fillon. Monsieur Canfin, c'est ce que vous voulez dire. Avant tout cela, je voudrais qu'on évoque les paradis fiscaux. C'est un sujet qui vous tient à cœur, Pascal Canfin. Éradiquer ces paradis fiscaux. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait déjà promis. Ils ont la vie dure. Peut-on les vaincre? Les mesures qui ont été annoncées ce matin en Conseil des ministres n'avaient jamais été annoncées et encore moins mises en œuvre auparavant. Nous allons passer à l'échange automatique d'informations fiscales. Concrètement, pour que les Français comprennent bien de quoi on parle, lorsque Jérôme Cahuzac, par exemple, ouvre un compte en Suisse, la Suisse n'est pas aujourd'hui obligée, elle ne l'était pas dans le passé non plus, de donner l'information au fisc français selon lequel quelqu'un qui s'appelle Jérôme Cahuzac vient d'ouvrir un compte. Avec l'échange automatique d'informations fiscales, ce sera obligatoire. Quel est le processus pour y arriver? Nous avons ce week-end obtenu le fait que le Luxembourg avait cédé sur son opposition à l'échange automatique d'informations fiscales entre nous, à 27 Européens. L'Autriche a annoncé ce matin qu'elle abandonnait aussi son opposition. Donc nous pouvons le faire à 27. À partir du moment où nous allons le faire à 27, nous pouvons l'imposer aux autres. Donc ça veut dire que la Suisse a d'ores et déjà dit que si l'Union européenne se l'appliquait, elle ne pourrait pas nous le refuser. Et en plus, Obama a voté il y a 2 ans une loi qui va s'appliquer l'année prochaine, 2014, qui va justement mettre en place l'échange automatique d'informations fiscales avec des tas de pays, dont la Suisse. Donc nous sommes en train, nous Français, mais pas tout seul, de contribuer à une vraie victoire. Et les annonces qui ont été faites aujourd'hui placent la France parmi les pays leaders dans la lutte mondiale contre les paradis fiscaux. Est-ce que vous demandez par exemple d'ores et déjà à la Suisse de donner tous les noms des Français qui ont des comptes chez elle? Non, on est en train de changer les règles. On n'est pas en train de faire de la délation et de leur dire demain matin vous faites quelque chose. C'est la demande par exemple de votre collègue Arnaud Montebourg. Il dit il faut que la Suisse donne les noms. On change les règles, sincèrement. Par exemple, autre règle que l'on change. Les banques françaises vont maintenant être obligées de dire dans tous les pays où elles sont, dans le monde entier, donc y compris dans les paradis fiscaux, combien de profits, combien d'impôts payés, quelle masse salariale, etc. Et on va donc voir ouvrir la boîte noire de l'optimisation fiscale qui est aujourd'hui d'une opacité absolue, qui fait que personne ne sait ce qui se passe. Nous allons attaquer en profondeur les paradis fiscaux. On ne va pas affaiblir les banques françaises. Non, parce que c'est une règle française et c'est en train aussi de devenir une règle européenne. Il faut que les Français et européennes, la loi bancaire européenne a été adoptée il y a quelques semaines. C'est en train de bouger. Sincèrement, moi je suis optimiste. Ça fait 3 ans que je me bats sur ces sujets-là quand j'étais au Parlement européen et je suis beaucoup plus optimiste que je ne l'étais il y a encore quelques mois. Quand on regarde la liste officielle des paradis fiscaux, là, sur la liste noire, on s'aperçoit que le nombre des pays s'est réduit au fil des ans. Il n'y en a plus que 8 là, officiellement. C'est trompeur. Bien sûr, c'est trompeur. Ah oui. C'est pour ça que, par exemple, quel était le critère qui avait été mis en place, d'ailleurs par le précédent gouvernement, sans polémiquer? C'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir signé une convention fiscale pour sortir de la liste. Même Valérie Pécresse, quelques jours avant de ne plus être ministre du Budget, a dit où en fait il y a beaucoup d'États qui ont signé des conventions fiscales mais qui ne nous transmettent pas les informations. Donc nous allons changer cette règle pour en refaire de nouveau des paradis fiscaux. Alors ça a été annoncé ce matin. Sur cette avancée qu'on n'a jamais connue en 25 ans, c'est ce que dit également Martin Hirsch. Votre commentaire, Monsieur Buffet? Écoutez, sur le fond, il n'y a pas de difficulté. Évidemment, il faut lutter contre tout ce système délictueux, pour ne pas dire autre chose, afin que des situations comme on vient de connaître avec M. Cahuzac ne se reproduisent pas. Il n'y a pas aucun doute là-dessus sur les principes. La question maintenant est de savoir si après les effets d'annonce, comment les choses vont se concrétiser et comment toute cette affaire-là va prendre corps et comment on va le réaliser. Mais vous croyez en la France faire de lance un peu de ce combat contre les paradis fiscaux? Seule elle aura du mal, c'est bien évident. Seule elle aura du mal.
Il faut espérer que les engagements qui ont été pris, que vient de rappeler le ministre, puissent être suivis. Attendons de voir maintenant concrètement les affaires. Mais je rappelle que sur le fond, évidemment, il faut travailler dans ce sens-là, il n'y a pas de doute. Alors parlons maintenant de la moralisation de la vie politique. Alors les mesures qui ont été annoncées vont-elles rassurer les Français sur leurs élus ou amplifier le soupçon généralisé et voire déboucher sur un voyeurisme sans limite? C'est le débat qui est posé aujourd'hui. Monsieur Canfin. Moi, avec d'autres écologistes, notamment Cécile Duflot, nous avons, il y a quelques jours, mis notre déclaration de patrimoine sur la place publique pour restaurer la confiance. Parce que nous estimons que comme nous n'avons rien à cacher, il n'y a aucune raison de cacher ce que nous n'avons pas à cacher. Donc, on le met sur la place publique. Certains de vos collègues sont-ils embarrassés à l'idée de publier lundi leur patrimoine? Mais nous souhaitons non seulement que ce soit public, mais en plus, nous les écologistes, que ce soit contrôlé, et c'est exactement ce qui a été annoncé par le président de la République aujourd'hui, la création d'une fameuse haute autorité qui aura des pouvoirs très étendus, des droits d'injonction, la possibilité d'autosaisine, c'est-à-dire de se saisir toute seule d'une affaire quelconque liée à un élu, et les ONG, par exemple Transparency International, aura le droit de demander à cette commission d'agir aussi. Donc je crois vraiment que nous avons pris des décisions ce matin qui sont historiques, là aussi pour approfondir la démocratie. François-Noël Buffet. Ouais, je ne suis pas sûr que les décisions en elles-mêmes soient complètement historiques. Dans cette maison qu'est le Sénat, depuis 2009, un comité d'éthique à l'initiative de Gérard Larcher a été mis en place, qu'ensuite, à la demande, enfin sur l'organisation sous la présidence de Gérard Larcher, Jocelyn Drouin, le président de notre groupe, et Robert Badinter avaient présidé aux destinées de ce comité d'éthique, qu'en 2009 et en 2010 et 2011, la commission des lois avait été saisie pour un rapport sur les conflits d'intérêts. Ce rapport a été rendu, voté à l'unanimité, transmis au bureau du Sénat et des choses ont été mises en place, notamment sur les déclarations de patrimoine. Donc, alors sur les déclarations de patrimoine, en revanche, oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est impératif que les élus, comme c'est le cas aujourd'hui pour les parlementaires notamment, déclarent leur patrimoine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui est important, c'est moins la publication ou la révélation publique de ce qu'ils détiennent que la capacité à contrôler la vérité de leur déclaration. Et ce qui est dit dans la proposition qui est faite, c'est qu'effectivement cette haute autorité qui en réalité existe, c'est le comité d'éthique qui existe, si on lui donne les moyens suffisants pour mener sa mission et qu'il puisse effectivement effectuer ses contrôles, on ira alors dans le bon sens. Est-ce qu'on ne fait pas un délit de richesse, Pascal Canfin? Vous avez été l'un des premiers effectivement à dévoiler votre patrimoine. Oui. Qui un délit de richesse sur lequel il n'y a rien à dire, mais je sais pas, est-ce qu'on va pas faire peser le soupçon sur les gens, les politiques ont beaucoup de patrimoine. Mais le soupçon, il n'y a pas de soupçon, puisque les choses sont publiques. Encore une fois, il faut rappeler tout simplement, il faut être modeste, dans tous les pays européens... C'est la course à celui qui a le plus petit appartement et la petite voiture la moins cotée à l'Argus. Pas du tout, ça c'est vous qui dites. Dans tous les pays européens, tous, sauf deux, la France et la Slovénie, ces informations sont publiques. Voyez. Autre question clé, Pascal Canfin, est-ce qu'il faut interdire la fonction d'élu et puis la poursuite d'une profession? De certaines professions. Avocat, par exemple. Ce sera le cas dans le projet de loi, c'est-à-dire que la liste des professions qui seront jugées incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire sera fixée dans le cadre du projet de loi. Donc le débat va commencer. Harlem Désir veut, par exemple, que le métier d'avocat d'affaires particulièrement, ne soit plus compatible avec une fonction d'élu, puisque là, ça expose à des conflits d'intérêts. Monsieur Buffet, vous êtes sénateur, vous êtes avocat. Est-ce que vous devrez choisir? Et avocat, je ne sais pas si la loi me dira demain de choisir. Ce que je sais, c'est que mes fonctions d'élu aujourd'hui m'occupent tellement que je n'ai plus d'exercice de la profession d'avocat. Ce que je voudrais simplement dire et préciser, sur un certain nombre de métiers, il est probable qu'il faut avancer sur le texte. Je voudrais rappeler qu'au Sénat encore, notre collègue Jean-Léonce Dupont, qui était sur ce plateau la semaine dernière, a commis un rapport sur les conflits d'intérêts et les incompatibilités, notamment le rôle des lobbies et tous ces sujets-là. Bien sûr qu'il faut avancer là-dessus. Bien sûr que les collaborateurs de ministres qui sont ou les collaborateurs d'élus à certains niveaux doivent être également dans ce dispositif. Il n'y a pas de raison de laisser des choses en dehors de la discussion. Non, j'aime beaucoup bien sûr, vous aviez 10 ans pour le faire, vous ne l'avez pas fait, mais je suis ravi que ce soit une majorité de gauche qui le fasse. Messieurs, autre débat du jour, faut-il desserrer l'étau de la rigueur? 3 ministres, donc on monte au créneau pour juger que la réponse à la crise politique ne peut pas être seulement éthique, c'est ce que dit Cécile Duflot, mais également Arnaud Montebourg et Benoît Hamon qui réclament un assouplissement des contraintes de Bruxelles pour ne pas tuer une croissance qui est déjà au point mort dans notre pays, mais fin de non-recevoir aujourd'hui de l'Elysée. Joachim Rob.
Comme souvent, c'est Arnaud Montebourg qui a tiré la première salve. Dans un entretien au Monde, le ministre du redressement productif critique la politique d'austérité qui conduit à la débâcle. Le sérieux budgétaire, s'il tue la croissance, n'est plus sérieux, il est absurde et dangereux. Autre remise en question, celle de Cécile Duflot. Le désendettement de la France ne présente pas une solution à la crise, affirme la ministre du Logement sur Mediapart. Le risque, c'est la spirale de la récession. Une inquiétude partagée par Benoît Hamon dans Le Parisien. La France a besoin de reprendre son souffle. Et le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire d'enfoncer le clou sur BFM. Je fais partie de ceux qui considèrent que cette politique, qui est une politique voulue par la droite allemande, est en train de mener d'abord le projet européen dans une impasse. 3 ministres qui remettent en cause ces orientations en pleine tempête Cahuzac. François Hollande se passerait bien de ce tir groupé. Il s'est donc empressé de recadrer ses troupes. Ils disent qu'il y a de l'austérité en Europe, dans certains pays, mais aucun ministre du gouvernement ne peut remettre en cause la politique qui est conduite, qui n'est pas l'austérité. Un recadrage en règle, une injonction à cesser la fronde. Les ministres concernés n'ont pas réagi et Benoît Hamon a annulé sa venue au Sénat où il devait parler d'économie sociale et solidaire. Mais la polémique n'est peut-être pas terminée. L'aile gauche du Parti socialiste compte aborder le sujet de l'austérité lors du Conseil national samedi à Paris. Alors, on a entendu François Hollande, donc aucun ministre ne peut remettre en cause la politique qui est suivie. Alors, on connaît la formule, Pascal Canfin, un ministre ferme sa gueule, ou alors ça sort du gouvernement. Ça a aussi des convictions, un ministre, donc ça peut contribuer au débat. Il n'y a qu'une seule ligne. Bien sûr, il n'y a qu'une seule ligne, ça va de soi. Ben là, non. Si, quelle est la question? C'est de dire, si l'ensemble des pays européens appliquent les engagements budgétaires qui sont engagés à tenir, mécaniquement, nous avons la récession en Europe. Si nous avons la récession en Europe, à ce moment-là, nous ne pouvons pas tenir nos engagements de réduction. C'est exactement ce qui se passe en Espagne, oui, au Portugal, en Grèce. C'est ce qui se passe aussi en France, dans une certaine mesure, où le fait que la croissance ait diminué par rapport aux prévisions nous a empêchés d'atteindre les 3% qui étaient fixés dès cette année. Et donc, je crois que cette mécanique, ce n'est pas une question d'idéologie, il faut être pragmatique. C'est pour ça que, et ce n'est pas une rupture avec la ligne du gouvernement, non, attendez, écoutez-moi, c'est la réorientation de la politique européenne. C'est au contraire un des éléments qui est fixé depuis le début par le président de la République, c'est le sérieux budgétaire, à savoir tendre vers la réduction des déficits. Moi, j'ai 39 ans. Ça fait 39 ans, exactement, que l'État n'a pas été en équilibre. Donc, je crois que ce n'est pas malsain. Par contre, aujourd'hui, nous sommes en incapacité de le faire, tout simplement parce que les règles européennes nous conduisent à la récession. Bon, vous poussez François Hollande à donner un sens à son expression. À réorienter encore plus loin l'Europe, mais c'est ce qu'il a fait. Vous savez, il avait parlé de la tension amicale avec l'Allemagne. C'est ça, avec Angela Merkel. Monsieur Buffet, réagit. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une cacophonie au sein du gouvernement, que la politique voulue par le président de la République ne fait pas l'unanimité dans son gouvernement. Les choses sont parfaitement claires. Que la politique économique telle qu'elle est menée n'est pas la bonne, et nous le disons bien depuis longtemps. Il n'y a d'ailleurs pas de vrai fil directeur, de vraie politique économique. Aujourd'hui, les choses sont claires. 3 ministres viennent de s'exprimer fortement contre la politique du gouvernement. Moi, je ne vois pas d'autre solution qu'ils quittent leur fonction parce qu'ils ne sont plus d'accord avec celui qui mène la politique de la France dans le gouvernement auquel ils participent. Il faut aller au bout de vos convictions. Vous avez raison de dire qu'un ministre a des convictions. Vous avez parfaitement raison de le dire. Mais ça doit aussi tirer des conclusions. Monsieur Chevènement, qui est dans cette maison, l'a dit en son temps. On est d'accord, on reste. On n'est pas d'accord, on s'en va. C'est aussi ça l'honneur de la République. C'est peut-être François Hollande qui décidera un jour pour les écologistes, peut-être pour d'autres ministres socialistes, on les a entendus, l'aile gauche. Ça fait 10 mois que les journalistes politiques spéculent sur cette question. Mais oui, on a des convictions, mais les combats, on les gagne. Nous avons fait le choix d'être sur le terrain pour gagner justement des combats, et nous sommes en train de les gagner, notamment sur les paradis fiscaux. Et être dedans. Voilà, merci beaucoup messieurs d'avoir accepté cet échange sur le plateau du 19h. Merci à vous. Autre information du jour, vous l'avez vu à la une du Monde, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, annonce finalement qu'il renonce à devenir belge, la 2e fortune de France, dit dans cette interview au Monde, sa confiance en l'avenir du pays. C'est la deuxième bonne nouvelle de la journée, la 3e ce sera la victoire du PSG. À suivre ce soir face au Barça. Autre sujet maintenant, la réforme de la décentralisation qui était également au programme du Conseil des ministres. Aucune suppression, vous le savez, dans les échelons territoriaux. Une simple série d'aménagements et pour calmer la fronde des élus de tous bords. D'ailleurs, le texte est divisé en 3. Jérôme Rabier. Après la concertation et notamment les états généraux de la décentralisation organisés par le Sénat, place à l'action avec une réforme qui arrivera en 3 temps au Parlement.
Dès le 27 mai, le premier volet, créant les métropoles, arrivera en débat au Sénat. Il pourra concerner Paris, Lyon, Marseille, mais aussi une dizaine de grandes aires urbaines pour rassembler les compétences aujourd'hui éparpillées entre les différents échelons administratifs. Je pense que la cohérence de l'aménagement sur les grandes compétences, développement économique bien évidemment, mais transport, logement et environnement, enseignement supérieur, permettront à cette grande aire métropolitaine d'être pour ses citoyens beaucoup plus efficace. Après le texte sur les métropoles viendra avant la fin de l'année le volet régions et départements pour mieux répartir les compétences entre elles, avec à la clé des économies et une plus grande efficacité des échelons locaux. À chaque fois qu'on cherche à rationaliser l'action publique, à la moderniser, à l'adapter à la réalité, on fait effectivement des économies. Ce que nous attendons des collectivités territoriales, à qui le président de la République et le Premier ministre font un geste de confiance avec ce projet de loi, c'est qu'ils soient encore plus efficaces qu'ils ne sont aujourd'hui pour développer l'emploi et donner la priorité à la jeunesse et à la solidarité des territoires. Une solidarité des territoires que François Hollande veut voir achevée avant mars 2014, limite fixée pour adopter le troisième volet du texte. Il concernera les intercommunalités. Chaque échelon, de la région à la plus petite collectivité, aura alors enfin des compétences mieux définies et plus adaptées, avec comme objectif plus d'efficacité sur le terrain. Après le vote la nuit dernière de l'article 1er de la loi ouvrant le mariage aux homosexuels, obtenu après 10 heures de débat, les échanges ont repris au Sénat avec au programme la question tout aussi controversée de l'adoption plénière. Dans l'hémicycle, on vous retrouve, Delphine Girard. Comment se déroulent les débats et à quel rythme cette fois ? Oui Michel, effectivement, les débats sont toujours aussi passionnés car après avoir dit hier, la droite sénatoriale a dit son opposition au mariage pour les couples de même sexe, la droite sénatoriale a passé l'après-midi à dire son opposition cette fois à l'adoption pour les couples homosexuels. Alors les sénateurs de droite ont passé l'après-midi à tenter de faire supprimer l'article 1er bis qui prévoit donc, qui autorise l'adoption plénière de l'enfant du conjoint antérieurement adopté par lui. À noter que la sénatrice écologiste Esther Benbassa qui présentait un amendement qui autorisait l'adoption plénière pour les enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui pour les familles homoparentales, a retiré cet amendement. Vous parliez du rythme, Michel, il est toujours aussi lent, si bien que le rapporteur socialiste Jean-Pierre Michel a demandé à la droite de faire avancer les débats et j'ai le sentiment depuis une dizaine de minutes que son message a été entendu puisque le tempo sénatorial s'accélère quelque peu. Voilà Michel ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci Delphine. La lutte contre le dopage dans le sport au cœur de nouvelles auditions aujourd'hui. Le cyclisme, premier sport accusé, secoué par des scandales à répétition, a été abordé avec la venue de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. On l'écoute. Nous souhaitons aussi, naturellement, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, qu'un organisme indépendant et vraiment indépendant gère l'antidopage. C'est absolument capital. Vous mettez 12 saints ensemble dans une salle, vous les laissez pendant quelques années, il y en a forcément un qui trahit. Donc il faut forcément de l'air. Il faut pouvoir respirer. Et il faut donc que ce soit des gens qui n'ont rien à voir avec ce monde-là, qui gèrent dans tous les pays et pour toutes les disciplines sur la même règle. Voilà le directeur du Tour de France qui a précisé que l'épreuve en elle-même consacrait chaque année 700 000 € au contrôle antidopage. Avec nous donc Bernard Laporte, bonsoir, ancien sélectionneur du 15 de France, ancien ministre des Sports, puis actuellement entraîneur du RCT, l'équipe de Toulon, qui va de succès en succès. C'est devant la commission d'enquête sénatoriale l'autre jour que le rugby avait été présenté comme le sport où le nombre de cas positifs rapportés au nombre de contrôles était le plus élevé. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous contestez cette approche? Oui, on le conteste, surpris, oui, ça c'est une évidence. Mais quand on regarde un petit peu, quand on analyse les contrôles, il y avait beaucoup de cas de cannabis. Et comme je disais, si le cannabis améliorer la performance en rugby, on le saurait. Ah, il paraît que ça désinhibe, avant d'entrer sur le terrain. Non, mais sincèrement, il y a certains sports, on le sait, le cannabis, c'est pris par certains joueurs, et c'est beaucoup de joueurs de Pro D2, de deuxième division, qui le prennent après un match, plutôt que de boire, ils prennent ça. Alors effectivement, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pas nécessairement un produit dopant pour la performance. Mais encore une fois, c'est considéré comme un produit dopant, donc il faut pas le faire. Mais je ne voudrais pas qu'on jette le discrédit sur notre sport en disant le cannabis fait que le rugby, l'intensité du jeu a grandi, ils sont plus costauds, ça va plus vite. C'est pas le cannabis qui fait ça, c'est l'entraînement. Il y a d'autres facteurs qui expliquent que les joueurs sont devenus des armoires à glace.
Oui, Et puis même le fait qu'ils ont une mâchoire carrée maintenant, et ça c'est très révélateur. Oui, mais bon, moi personnellement à Toulon, j'ai pas vu beaucoup de joueurs dont la mâchoire est grandie, est grossie, et sont devenus carrés. Donc là aussi, d'après le joueur Benezech, oui, mais ceux qui jettent ce genre de skinny, c'est le signe de la prise d'hormones de croissance. Oui, c'est bien connu. Mais il faut amener des preuves. Tel joueur, voilà, sa mâchoire. Les photos, c'est avant, exactement. Après. C'est comme la déclaration du patrimoine. C'est le avant et le après qui est important. Oui, mais quand même, vous les avez vus évoluer, les joueurs, en quelques années. Bien sûr qu'on les évolue, mais on les voit surtout. Vous les surtout. avez vus évoluer physiquement. Mais c'est l'entraînement qui a énormément changé, c'est une évidence aussi. Mais vous avez vu la différence entre les joueurs, il y a encore quelques années, ceux de l'hémisphère sud, où était autorisée la créatine. Oui, mais la créatine n'est pas... Non, mais qu'on soit d'accord, la créatine n'est pas un produit dopant. Malheureusement, dans la créatine, certains, pour embellir effectivement l'effet de la créatine, mettent des produits à dose homéopathique, c'est le cas de dire, des produits dopants qui font que cette créatine, elle a une, comment dirais-je, un réel effet sur le muscle, et que donc les joueurs en veulent. Mais ce qu'ils ne savent pas par moment, c'est qu'effectivement, il y a des produits dopants, mais certains se sont fait contrôler et ont été suspendus. Bon, est-ce que c'est un souci pour vous qui entraînez les joueurs moi, je suis un défenseur de la lutte contre le dopage, donc c'est ce que j'ai dit à la commission, c'est qu'il faut continuer. Je sais que certains disent, oui, les contrôles inopinés, c'est pas normal. C'est normal, les contrôles inopinés. Et plus il y en a, mieux c'est. Mais là, encore une fois, c'est un problème de moyens. Je me rappelle à l'époque au ministère, quand on discutait avec Père Bordry, qui était le président de la FLD, le grand patron de la FLD, il me disait, monsieur le ministre, il ne faut pas que les moyens soient restreints, sans quoi on ne pourra pas faire notre travail correctement. Voilà, et il dit aussi qu'il faut faire de la publicité pour la lutte contre le dopage. Peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment. Est-ce qu'on en parle dans votre club? Oui, on en parle. Dans les clubs professionnels, on en parle. C'est une évidence. Maintenant, on ne peut pas dire tout est clair, tout est parfait. Non, parce qu'il peut y avoir un joueur qui, de lui-même, va se doper sans que les entraîneurs, bien sûr, le sachent, sans que personne, sans que ses partenaires le sachent. C'est pour ça qu'il faut être intransigeant dans la lutte contre le dopage. Et que moi, les contrôles inopinés, j'y suis favorable et j'en veux de plus en plus. D'accord. Est-ce que certains présidents de clubs ou certains entraîneurs d'équipes nationales, en France, je veux dire, sont un peu légers avec, par exemple, certaines autorisations, vous savez, thérapeutiques qui permettent la prise de produits dopants. Les fameux AUT, c'est les médecins qui pourraient être discrédités ou tout au moins accusés de légèreté. Moi, j'ai pas ce sentiment que les médecins soient légers. Au contraire, les médecins, vous savez, ils ont une carrière professionnelle en parallèle. Ils n'ont pas le droit comme on dit, de se faire choper. On en a vu des médecins qui étaient légers dans le cyclisme. Mais on est d'accord, mais il y avait beaucoup d'argent. C'est pas le cas dans le rugby. Dans beaucoup de sports, c'est pas le cas. Donc, je ne dis pas, encore une fois, que tout le monde est parfait, mais je crois que cette lutte contre le dopage, la France est un pays leader et il faut continuer à rester leader en termes de lutte contre le dopage. Alors, Bernard Laporte, le rugby est un sport international et il y a aussi les contraintes internationales. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est de voir la durée de jeu effective des joueurs sur le terrain. C'est incroyable comme ça a explosé. On arrive à 50 minutes à courir derrière le ballon. Sans dopage, il paraît que c'est impossible. C'est comme monter les Alpes. Non, je dirais que c'est 40 et 45 minutes, c'est vraiment un très très gros match, ce qu'on appelle de temps de jeu effectif. Mais vous savez, on était à 20-25 minutes en 91 quand je jouais avec le club de Bègles où on était champion de France. On s'entraînait 2 fois par semaine. Aujourd'hui, on s'entraîne 2 fois par jour. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Alors, vous publiez vos petites histoires secrètes du rugby, Bernard Laporte, aux éditions Solar. Bon, il n'y a pas le mot dopage, hein? Non, c'est des anecdotes. Mais ça reste quand même un dossier. C'est quand même des anecdotes marrantes, je dirais, du rugby. Vos coups de sang, notamment, avec les joueurs. Comment vous savez les motiver? C'est quand vous êtes mécontent d'eux. Oui, quand on n'est pas content, on le fait savoir. Ça, c'est tous les entraîneurs. Bien. Vous avez un mot à dire sur la moralisation de la vie publique, vous qui avez été ministre? Mais je trouve ça bien. Mais encore une fois, il y a 2 choses qui me choquent. Moi, ce qui est important, c'est de savoir le patrimoine de l'élu, du député, du ministre, et savoir son patrimoine à la sortie. Et se dire, bon, il ne s'est pas enrichi durant cette période. C'est ça qui est important. Maintenant, si le patrimoine du ministre, il est important, moi je dis bravo à lui, c'est qu'il a réussi. Il ne faut pas être contre ça, parce que maintenant, on va dire, ah, il a tout ça, il a fraudé. Mais pourquoi? Il y a des gens intelligents qui réussissent dans la vie professionnellement, et c'est pas gênant. Par contre, s'il attend à l'entrée, il ne faut pas qu'il ait beaucoup plus à la sortie. Ça voudrait dire qu'il se serait enrichi durant son mandat. Merci Bernard Laporte, et je vous dis rendez-vous au Stade Mayol, évidemment. Prochain match pour le RCT, ce sera au début du mois de mai. Exactement, c'est cela. Voilà. Didier Deschamps, sachez-le, le sélectionneur de l'équipe de France de foot, sera auditionné par la commission sénatoriale. Ce sera le 24 avril, mais ce sera une audition à huis clos. C'est la fin de ce journal, à 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir.
France a atteint ses objectifs au Mali, a dit le chef de l'État, et chaque Français peut être fier du travail fait par nos soldats. Alors quel est l'état réel aujourd'hui d'Al-Qaïda et d'AQMI qui ont perdu successivement Abu Zaïd et Ben Laden? Faut-il craindre pour nos otages? Autant de questions pour le docu-débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat. Demain à